Salut à tous les rouleurs, très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle émission de Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. Aujourd'hui, le décor vous le connaissez, on a déjà tourné une émission ici, mais la composition du plateau change un peu, on va vous expliquer tout ça. On va d'abord expliquer, dire bonjour à ceux qui sont habituellement présents, comme vous le voyez, avec notamment Polo. Comment ça va, Polo ? Ça va très bien, beaucoup de choses à dire aujourd'hui et du coup, hâte d'en découdre. Ah, je vois qu'il a hâte d'en découvrir. Il arrive déjà pas à faire ses phrases tellement il a envie de rentrer dedans, le Polo. Mais je sais, que quand il est comme ça, c'est au cœur de grandes émissions. Comment ça va, Robin ? Ça va super, bravo Joseph. Moi, ça me fait plaisir. Ah, c'est gentil. Voilà, je te retrouve maintenant que tu es marié. Tu m'as manqué lundi. C'est vrai, ça y est. Très heureux que tu sois là et de te revoir. Ah bah, c'est gentil. Moi aussi, mon Robin, ça me fait plaisir de te revoir, tout comme Benoît Vitek. Comment vas-tu, Benoît ? Ouais, ça va très bien, je suis content d'être là. On en avait parlé un petit peu, c'était pas forcément facile à mettre en place, mais là, le sujet nous motivait, les circonstances étaient les bonnes, donc on va y aller à fond. Ah, exactement, Benoît. On le rappelle que tu es journaliste notamment pour Eurosport, et c'est en cette qualité-là que tu es présent en tant que journaliste pour Eurosport notamment. On va regarder ces sujets dont tu as commencé à parler, à mettre l'eau à la bouche à nos rouleurs. On va regarder le sommaire de cette émission. Ben, tu peux y aller quand tu veux pour le sommaire de cette émission qui va être, on va le dire, assez on va pas dire violente, mais on a des sujets intéressants. On va commencer évidemment par ce qui se passe en ce moment sur le Tour de France. Le Tour est-il plié, oui ou non ? Roglic a le maillot jaune, il a 57 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. On va se demander si d'ici l'approche des belles filles, ça peut changer. Le débat, voilà ce dont on va parler majoritairement aujourd'hui. Ce Tour est-il suspect ? Parce que sur les réseaux sociaux et plus globalement dans les plateaux télé ou simplement derrière vos télés à la maison, quand on vous croise sur le terrain, eh bien, vous nous parlez de cette suspicion autour de ce Tour de France, de la jumbo particulière, entourée d'Aderlas, entourée de ces affaires des cétones, entourée d'un Primož Roglic qui vient de Slovénie, Pogacar qui vient de Slovénie. Alors pourquoi, comment y a-t-il une suspicion autour de ce Tour de France en particulier ? Eh bien, on va se poser toutes ces questions-là et je suis sûr, Polo, Robin et Benoît, que vous allez y répondre. Et comme d'habitude, on va terminer sur une note un peu plus fun avec les bonifications et on va se poser des questions sur le pronostic de la planche des belles filles qui est une superbe étape. Donc on va voir qui va la gagner et je vous promets qu'on a mis des pronostics. Quand j'ai découvert vos pronostics, ça a l'air exotique, c'était un peu exotique. Après ce qu'on entend en sous-main. Il n'y a que moi qui suis au courant, mais je ne connais pas encore celui de Benoît. Donc on va voir si lui est un peu plus ancré dans la réalité. Il a gagné les pronos. Il veut des points. J'ai peur de vous refroidir cette ambiance-là ce soir. On va bien voir ce que ça va donner. Bon les gars, j'espère que vous êtes chauds. On va commencer tout de suite, parce que je crois qu'on n'a pas de temps à perdre, pour le focus. C'est parti. Ce focus du coup, messieurs, sur ce début, cette fin de Tour de France et ce début de fin, j'allais dire, parce qu'il ne veut. Voilà, à la limite, on va dire ça. Merci Benoît. Je vais te prendre comme co-présentateur parce que j'en fais souvent des comme ça, donc il me faut un filet. Donc, on va regarder le classement général pour savoir où on en est sur cette fin de Tour de France. Avant le chrono de la planche des belles filles, donc Primož Roglic 57 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Lopez depuis quelques jours a pris la 3e place. Une vingtaine de retard. Peut-il être pris, oui ou non, par Richie Porte ? On va en parler juste après avoir descendu tout ce classement général et ce top 10 qui se dessine un peu plus clairement. Mikel Landa, qui a été beaucoup vu sur ces derniers jours, est actuellement 5e avec 3,28 de retard. Henrik Mas, grosse 3e semaine. Henrik Mas, qui est transfuge à la Movistar. Bien remonté, ouais. Et bien remonté. Adam Yates et Rigoberto Urán, eux deux, en revanche, commencent un peu à retomber dans le classement. Tom Dumoulin est toujours présent, alors qu'il finit toujours par lâcher petit à petit. Il est toujours présent. Voilà. Ouais. Et le 10e, parce que c'est quand même incroyable de le voir là, qui est quand même à 12 minutes, mais qui est bien présent, Alejandro Valverde. Donc la question qu'on se pose, elle est écrite en bas.
un tour déjà plié. Robin, je vais commencer par toi, tu es le plus proche de moi. Est-ce que tu penses que ce tour est joué ? Franchement, oui. Et Dieu sait que j'ai. Allonge-toi, hein, Robin, n'hésite pas. Hein, c'est un peu de place. J'ai vu le retour, je me suis dit, je vais me relever un petit peu. Non, tu sais que j'ai voulu y croire pendant très longtemps. On a parlé de la dernière émission, faut-il croire en Pogacar ? Je disais oui. Qui serait au maillot jaune après l'étape du Jura et l'arrivée au Grand Colombier ? Je disais aussi qu'il y avait moyen que Tadej Pogacar sorte en jaune de ce week-end. J'ai voulu y croire jusqu'au bout. J'ai voulu penser que Primoz Roglic aurait un coup de moins bien en troisième semaine. J'y croyais vraiment parce qu'il était en forme avant tout le monde au Tour de l'Ain et il était déjà très fort, déjà bien plus fort que les autres. Mais la vérité, c'est qu'il n'a pas craqué et qu'aujourd'hui, il a quasiment une minute d'avance sur Pogacar. Que s'il y avait eu moins, on aurait pu y croire. Moi, j'aurais mis la limite à une vingtaine de secondes. 20 secondes, j'y aurais cru pour Pogacar parce que le chrono de troisième semaine, ça aurait été la fraîcheur et ça aurait été aussi... on sait que les qualités de rouleur de Pogacar sont réelles et on ne sait pas encore vraiment qui roule le mieux entre les deux. Mais là, est-ce que j'y crois encore ? Honnêtement, non. Et je me rallonge. Benoît ? Je suis un petit peu sur la même ligne et la même logique que Robin. Pogacar était celui qui incarnait le plus longtemps une concurrence. Et au-delà de... Moi, je ne pense pas forcément que Roglic pouvait faiblir. Je pense que c'est quelque chose qu'on s'est demandé avant le Giro l'an dernier, qu'on s'est demandé pendant la Vuelta l'an dernier, et qu'on a essayé de lire. Mais pour moi, les coups de moins bien qu'il a pu avoir étaient plutôt tactiques. Et je pense que c'est une machine et qu'il maîtrise. Il est tout le temps en forme, mais il le reste. Et il va le est rester. capable de le faire jusqu'à la fin du tour. Là-dessus, je me posais peu de questions. En revanche, ce qui est clair maintenant, c'est que le classement général, il reflète la dynamique de la course. On pouvait se dire Pogacar, il avait pris du retard dans les bordures, mais il refaisait son retard parce qu'il était plus fort en montagne. On pouvait voir ce que ça donnait sur le Grand Colombier ou surtout hier sur le col de la Lose. Et on a vu. Et donc maintenant que Pogacar n'a pas eu les moyens de renverser la course là-dessus, il nous a donné un peu d'espoir au Grand Colombier. Oui, mais Un tout petit. c'était les dernières occasions de le faire. C'est plutôt ça que je veux dire. Maintenant qu'on a passé ces échéances-là et que le classement général reflète ce qu'on a pu voir, notamment hier dans le final du col de la Lose, non, Pogacar ne peut pas renverser Roglic avec ce qu'on a vu et ce qui reste de Tour de France. Polo, t'es d'accord ? Ouais, évidemment, j'aurais bien aimé vous dire que non, mais comme l'ont dit Robin et Benoît, Primoz Roglic a plié ce Tour de France, il l'a bien fait. Moi, ça fait une semaine et demie, voire deux, contrairement à Robin, que je défends le fait que Roglic n'aura pas de coup de moins bien, que les errements tactiques qu'on a pu voir de la Jumbo-Visma n'étaient pas un problème à partir du moment où ton leader est en très grande forme. Le fait est que le leader et toute l'équipe, puis finalement, c'est ça. Que tout le monde... Et j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire, que ton leader est en très grande forme et que ton équipe est en très grande forme. Évidemment, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ces adversaires peuvent faire ? En plus, la tactique est très bien ficelée, elle correspond parfaitement à Roglic, ce système de train terrible qui lui scie à la perfection. Et même quand on essaye de le bouger un peu, comme on l'a vu hier et encore aujourd'hui, finalement, on le voit, plateau des Glières, c'est qui prend la main, quitte à lâcher son propre coéquipier, c'est Primoz Roglic. Et certains diront dire justement que tactiquement, samedi il n'aura pas ce soutien de l'équipe. C'est plus une question de bloc, c'est plus une question de tactique, c'est une question de jambes. C'est ça. Mais les jambes aussi, et surtout cet exercice contre la montre. Et c'est un excellent rouleur, et c'est surtout de tous les favoris celui qui a l'air le plus en forme à l'instant T. On a souvent parlé avec Robin, un contre-la-montre de fin de grand tour, c'est un contre-la-montre qui se joue plus sur la forme que sur les capacités intrinsèques de rouleur ou même de grimpeur, puisque là les capacités de grimpeur vont rentrer en jeu aussi. Et à ce jeu-là, Roglic il remplit les 3 cases. J'avais cet espoir que Pogacar finisse plus fort. C'est ça. Même à la limite, même sans avoir Roglic à portée de fusil, j'imaginais que Pogacar serait plus fort sur sa 3e semaine, avec ce qu'il avait montré sur la 3e semaine de la Vuelta, avec Roglic qui était en forme depuis plus longtemps. Et oui, la récupération est censée être sa première qualité. Et on a vu ce que sont toutes ses autres qualités. Donc quand on nous dit, et son entourage le plus proche le dit, que la récupération est la qualité première de Pogacar, on attendait ça, mais ça c'est pas inversé. C'est pas suffisant. Je pense, parce que Roglic aussi récupère très bien, il grimpe très bien, il roule très bien, il fait tout très bien. Il fait tout mieux que les autres. Il n'y a pas de place. Il fait tout très bien. On va regarder le profil de cette étape justement que vous avez évoqué, de ce contre-la-montre qui, on le rappelle, est l'unique contre-la-montre du Tour de France. 36 km entre Lure et la Planche des Belles Filles, donc dans la région de Thibaut Pinot. Passage par Mélisée. Exactement, passage par Mélisée qui est son village. Et contre-la-montre de 36 km, la Planche des Belles Filles, donc, mais quand même 30 km de faux plats montants qui vont être
du contre-la-montre de spécialiste d'énormes rouleurs et notamment qui peut parfaitement convenir à Primoz Roglic. On va regarder quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, si vous connaissez pas la planche des belles filles, par contre, les amis, il va falloir, faut arrêter de regarder que le Tour. Mais ouais, faut regarder le Tour. Mais c'est quoi ça fait la 5e fois là, je sais plus. Mais c'est devenu un classique. C'est Classique. 2012 la première. 2012 la première. 2012, 2014. 2014, 2017. 2017, ouais, c'est ça. Ouais, commence à faire beaucoup, mais en tout cas, on va quand même. Bon, on aime bien, la voir. Ça mérite. C'est toujours un On a plaisir. failli la voir la semaine prochaine pour. On aurait bien aimé la voir avec Thibaut Pinot, surtout. La planche, d'ailleurs, c'est la dernière fois où on a vu 2 coureurs du team Sky Ineos arriver ensemble aussi en 2012 avec C'est pas la dernière fois, mais c'est une des fois. Bah, c'est la dernière fois que 2 coureurs du team Sky Ineos sont arrivés ensemble. Non, Polo. Ah, ensemble. Mais ils font pas un et deux. Ils font pas un et deux. Ils font fait deux. 1 et 3. Ils font pas Ils se glissent, mais ils sont ensemble. Ah, Ils sont ensemble. il me semblait de tête que les deux étaient arrivés 1 et 2 à la planche en 2012. Sky n'a jamais fait de doublé vraiment comme ça ressemblait aujourd'hui avec Carapaz et Kwiatkowski. C'était la première fois qu'ils arrivaient vraiment à 2 et tout seuls. Ah, ça, c'est mon âme de Ils ont fait chiffre. des doublés déjà, sur des chronos notamment, en montagne, mais avec un écart. On se rappelle de Froome et de Porte. À Axe 3 Domaine et à la Pierre Saint-Martin, ils font 1 et 2, mais il y a un écart entre Froome et Porte. On va regarder, parce que ça va jouer du coup entre Primoz Roglic et Tadej Pogačar. Si vous ne connaissez pas encore bien le profil de Tadej Pogačar, c'est un gros rouleur. Notamment, il y a eu le championnat de Slovénie qui a eu lieu ma faute de habituelle. contre-la-montre. Les championnats du monde de Slovénie. Ouais, C'est moi qui le dis souvent. Ça. On n'était pas loin d'avoir les deux des tout meilleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Au final, ça aurait pu être le championnat du monde qu'ils auraient pu terminer 1 et 2. Mais Tadej Pogačar, sur ce championnat de Slovénie qui a eu lieu avant le Tour de France, donc le 28 juin, c'était un contre-la-montre de 15 km qui était en faux plat montant, comme vous le voyez, ou même un peu plus que fond plat Ça montant. écrase, ouais, parce que Ouais, ça écrase un peu. Voilà, ça montait pas mal. Et Pogačar avait pris le meilleur sur Primoz Roglic avec 9 secondes d'avance. Mais Paul, est-ce que tu confirmes donc que tu ne vois pas Pogačar battre Roglic au-delà du fait même qu'il reprenne 57 secondes ou non? Non, je pense vraiment pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va jouer à la forme et à la forme, on voit un Pogačar marquer le pas maintenant depuis 2 jours, même s'il essaye. Aujourd'hui, il a eu du mal à terminer le plateau de Glières. Hier, c'est pareil, il a lâché un peu de l'Est. À l'image, au final, d'un Primoz Roglic en 2018, qu'on attendait fort sur le dernier contre-la-montre, mais qui avait lâché tellement d'afflux la veille sur l'arrivée à la Reims qu'il a remporté, que finalement, il a laissé sa 3e place, il a perdu le podium le lendemain sur le contre-la-montre. Là, je pense qu'on risque d'avoir un scénario un peu pareil, où Pogačar, qui a déjà donné beaucoup, on va en attendre beaucoup sur ce contre-la-montre, mais j'ai peur qu'il marque aussi un peu le pas. Et puis on parle de ce contre-la-montre des championnats nationaux. Faut rappeler que la veille quelques jours avant, parce que c'était pas la veille, c'est Roglic qui avait battu Pogačar sur la course en. Ils étaient arrivés tous les deux. Et que les deux ils étaient arrivés là aussi les deux. Roglic avait réglé Pogačar comme il aime faire dans le dernier kilomètre. Quoi. Alors Benoît, je te repose pas la même question parce que tu as exactement dit ça tout à l'heure, que tu voyais que ça se jouait surtout sur la forme, Pour abonder dans le sens justement de Paul, on peut voir aussi que Pogačar n'a à aucun moment retenu ses coups de pédale depuis le début de ce tour, à la moindre occasion, et il l'a dit aussi lui-même, si j'ai les jambes, j'attaque. Il a attaqué, Roglic a été plus dans la gestion. Ça peut finir par se payer aussi à la fin, au bout de 3 semaines, évidemment, la récupération, l'accumulation des efforts. De ce point de vue-là, Roglic, il boit du petit lait depuis le début du tour. Là où Pogačar, on le sent, et notamment dans les Glières tout à l'heure, était en difficulté. On sent qu'il commence vraiment à être à la limite potentielle. Après la montée du plateau des Glières, pour moi, c'était une montée vraiment particulière avec un profil. Il était en difficulté dans la poussière, dans le gravier. Il n'était pas en difficulté sur l'asphalte quand ça montait dur. Par contre, c'est surtout hier au col de la Lose. Oui, Il était en difficulté sur une montée qui était censée lui convenir. Et où là, ça ment pas. Parce que pas en difficulté théorique relativement à Primoz Roglic. Oui, mais tu perds 15 secondes. Voilà, et Lopez, oui. Il avait jamais perdu. Que dire de Brian Cocker alors, si lui était en difficulté. Oui. Non, mais il était. Cocker héroïque. Cocker, il a perdu en tout cas plus de temps qu'il n'a jamais perdu sur ce tour, Pogačar, à la Lose. Donc, il a, de mémoire, à part le jour de la bordure, oui, c'est ça. Il n'y a aucune autre étape où il perd plus de temps. Donc, forcément, il a toujours même regagné. Sur les courbes de forme, c'est sûr que ça joue pas dans son sens. La dynamique lui est moins favorable. Voilà. Ouais.
On va donc passer au deuxième duel parce que c'est vrai que le duel Roglic-Pogačar est joué globalement d'après ce que vous nous dites, même si Il faut 2 crevaisons de Roglic dans oui, voilà. Même si c'est pas impossible qu'il se passe, voilà, qu'il y ait un fait de course qui ait lieu, même si on ne le souhaite certainement pas à Primož Roglic. Il y a un deuxième duel qui va avoir lieu, qui va peut-être plus intéressant, où il y a peut-être plus de suspense. C'est celui pour le podium entre Lopez et Richie Porte. Voilà le débours de Richie Porte sur Miguel Ángel Lopez. 1,37 1,39 pardon. Je sais pas pourquoi je dis 37. C'est complètement un œuf. 14 minutes 12 de retard pour. Peut-il le faire? Peut-il le faire? Richie Porte d'ailleurs qui n'a pas eu de chance, qui a laissé beaucoup d'influx nerveux et d'énergie dans une crevaison sur le plateau des Glières. Il s'en est bien sorti. Mais il a l'air relativement en forme, Richie Porte. Robin, je suis content. C'est un coureur que j'apprécie énormément. Potentiellement, il peut faire ce serait son premier podium sur Grand Tour. Est-ce que toi, Robin, tu y crois? Bah oui, parce qu'on sait que Lopez, c'est pas le meilleur rouleur du peloton. Il paraît qu'il a progressé. Il paraît qu'il a alors beaucoup travaillé. Il a beaucoup de coureurs. Oui, tous les ans. Non, mais il a par exemple fait top 10 sur le dernier contre-la-montre de la Vuelta. Oui, mais c'était plat, le dernier coup. Non, c'était pas totalement plat. Enfin, en tout cas, je pense que 1,39 sur Richie Porte, qui n'est pas un rouleur moyen, qui est un bon rouleur, un vrai bon rouleur, je pense que c'est faisable pour Porte avec cette idée d'aller chercher son premier podium sur un grand tour. Après, c'est pas donné. Il n'est pas à 20 secondes où on est sûr qu'il va lui reprendre. Mais c'est faisable, je pense, de mettre 1,39 à Lopez. Oui, moi, je pense que c'est faisable. Après, Lopez a aussi ses chances. Disons que ça va être très serré. En fait, c'est très dur à pronostiquer. Surtout, encore une fois, ça va jouer sur la forme. On a vu que Lopez est fort. J'ai l'impression que Porte aussi est fort. Il était fort aujourd'hui. Ceux qui m'a le plus impressionné sur les dernières grosses étapes de montagne où c'était lui qui suivait. Il était quasiment, à part à la Lose, il est quasiment tout le temps avec Lopez et les deux. Porte, ça fait des années de toute façon qu'on sait qu'intrinsèquement, ça peut être un des tout meilleurs coureurs. On a eu quand même des éditions de tour où il n'était pas là et c'était pas une question de blessure ou de chute. Ouais, mais il y a quand même pas eu beaucoup de questions de blessures et de matchs. Ouais. Moi, j'ai un peu une règle quand on parle de pronostics, de qu'est-ce qui va se passer, se projeter. Faut jamais parier contre un champion. Même quand il a l'air au fond du trou ou je ne sais quoi, faut pas parier contre un champion parce qu'il va toujours nous surprendre. En revanche, j'ai peut-être un peu une règle, ne jamais parier pour Richie Porte, parce que ça se finit toujours mal pour lui, malheureusement. C'est physiquement, il est présent, il fait pas forcément de grosses erreurs non plus tactiques ou quoi, mais il y a quand même toujours un moment où ça part en vrille pour lui. Ce serait bien payé qu'il ait enfin un podium. On peut se dire que c'est aujourd'hui que ça aurait pu basculer du mauvais côté pour lui quand il a eu sa crevaison sur le. Quand même, hein, on vient de franchir le dernier sommet hors catégorie du Tour et boum, faut que ça lui tombe dessus. Il y a que lui. En plus, il y a que lui parmi les favoris qui a crevé. Ah oui, tous les autres, ça continue, ça roule la bagarre et puis non, il est à l'arrêt. C'est de la folie. C'est de la folie. Et c'est là quand même que tu te dis, il est très présent. Et aussi, parce que ça roulait à bloc. il est papa depuis une semaine, enfin, à nouveau papa depuis une semaine. C'est vrai qu'il a raté la naissance de sa fille pour faire le Tour de France. On peut dire ça lui donne des ailes, ça peut plein de choses, on ne sait jamais dans quel sens ça joue, mais c'est aussi quand même un peu d'influx nerveux qu'il doit laisser tous les jours sur autre chose que le vélo. Et malgré tout, on le voit super mobilisé cette semaine, depuis le début de ce Tour. Parce que ça faisait quand même un moment qu'il n'a pas joué un Tour de France où il avait vraiment quelque chose à jouer dans la troisième semaine. Entre les tours où il était coéquipier, les tours où il avait... ceux où il a abandonné, bien sûr, on n'en parle même pas, mais ça fait un moment qu'on pensait que son année était passée, en fait. Parce qu'on s'était dit, quand il était chez BMC, quand il était parti chez Sky... Et aussi parce qu'à chaque fois qu'il avait un problème, c'est qu'il n'est pas fait pour ça, quoi. Oui, il y avait un peu ça, mais on s'était dit quand même... Je me rappelle d'une année ou deux où vraiment, les 2 premières années chez BMC, on s'était dit, Richie Porte est vraiment très fort. Et maintenant, il est plus coéquipier de Chris Froome chez Sky, et c'est maintenant... Et ça n'était pas passé. Il y avait eu cette fameuse chute dans l'année où il fait 5e. Oui, alors cette année, il est très fort. Où il était très fort. L'année où il est 5e, il y a aussi une galère. Voilà, il y a le Ventoux, il y en a d'autres. Et on s'était dit, si ça passe pas là, ces 2 années-là, c'est que ça passera jamais. Et finalement, c'est à 35 ans, je crois qu'il va peut-être aller chercher ce premier podium sur un grand tour. Peut-être. C'est pas peut-être, Paul, tu y crois, toi? En tout cas, même si on rappelle le débours, une 39. Une 39, franchement, je t'aurais dit qu'il le ferait si les 37 km étaient plats. Il ne faut pas oublier que même si Richie Porte est en forme, Miguel Ángel Lopez m'a impressionné, notamment sur le col de la Lose. C'est des pourcentages qui vont lui convenir. C'est quand même un col assez irrégulier et très pentu.
J'ai peur que ces 6 derniers kilomètres soient plus à l'avantage de Lopez, mais sinon, je pense que si ça avait été plat, pour moi, il n'y aurait aucun doute sur le fait que Il va Richie falloir Porte voir l'aurait aussi croqué. comment les coureurs gèrent, avec quel vélo ils partent. S'il y a changement de matériel au pied. Changement de matériel. Si Lopez fait la montée avec un vélo de chrono, par exemple, bah ça va pas être tout à fait la même histoire. Alors bon, Mais j'imagine pas. J'imagine. Il y a quand même 30 bornes, Polo. Ça peut être aussi un C'est truc. vrai que tu m'as. Tu vois, le moment où tu changes de vélo, pour qui ça va bien se passer et pour qui ça va moins bien se passer, tu perds ou tu gagnes du temps sur ça aussi. C'est vrai qu'en fait, en 30 km, Richie Porte peut prendre quelque chose comme 1 minute 30 à Miguel André Lopez. 1 minute tous les 20 km en général. Entre un bon rouleur et un bon grimpeur, c'est souvent ce qu'on dit, c'est 1 minute tous les 20 km. Mais au col de la Lose, sur des pourcentages qui peuvent potentiellement ressembler à les 5 derniers kilomètres de Méribel, notamment, plus que le col de la Lose. Là, par contre, Lopez a mis quelque chose comme 30 secondes à Porte. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Une situation de course où Lopez place une attaque. Mais je pense que Lopez, quand même, va reprendre du temps sur la planche des belles filles, comme le dit Polo, là où il en aura perdu avant. Donc, une 40, très serré. Parce qu'ils vont pas arriver, ça risque d'être chaud quand ils vont même. pas arriver non plus dans le même état au pied de la planche des belles filles. Lopez, si ça fait 30 bornes qu'il est en train de se bagarrer contre le vent et contre son vélo, alors que Porte, lui, il est très à l'aise dans l'exercice, C'est vrai aussi. ça n'arrive pas non plus dans le même état. En tout cas, il y a suspense. En tout cas, il y a suspense. Et c'est vrai que là où le tour peut être joué sur la première partie, sur le maillot jaune, là, par contre, ça risque d'être joué en tout cas. Et alors, je voulais vous demander, parce que j'ai cherché partout et j'ai pas eu le temps de trouver, mais je vais demander à mes spécialistes sûrs, pour le maillot à poids, Richard Carapaz a en ce moment le maillot à poids, mais je crois qu'il y a 10 points qui sont donnés sur l'étape de la planche des belles filles, mais je suis sûr que l'un de vous saura me dire comment ils vont... Chrono sur la montée. C'est ça, c'est le meilleur temps de l'ascension. D'accord, ok. Il y a un pointage intermédiaire au pied. Et donc on prendra le meilleur. Voilà. Et du coup, voyez, mais en vrai, c'est intéressant, on en parlait avec Benoît avant le live, c'est que si Carapaz met pas un coup de pédale sur 30 km et qu'il fait la montée à fond, bah, il va faire un meilleur temps que Pogacar. Hein, qu'un Pogacar qui aura déjà roulé 30 km avant, ça va être intéressant à suivre. Pogacar est intrinsèquement meilleur en montagne que Carapaz sur ce tour. Carapaz, il va la faire avec Pogacar, la montée. Ouais, en plus, il aura un lièvre. Ouais. Donc ça va être très intéressant à suivre parce qu'à mon avis, Carapaz aura très envie d'aller chercher le meilleur temps sur la montée. Et Pogacar qui aura déjà roulé 30 km avant, comme Roglic d'ailleurs, et même Lopez, qui seront ses rivaux pour le maillot. Qui va abdiquer cette histoire de maillot jaune, s'il sait qu'il va pas lâcher. Ouais, mais il n'a pas beaucoup de marge non plus. Il va le faire à fond. Lopez, il va le faire à fond. Il va le faire à fond. Le connaissant, je le connais pas, c'est pas mon pote, Tadej Pogacar, mais vu comme il court, ça m'étonnerait effectivement qu'il abdique et qu'il mette en danger sa deuxième place, parce que il a quand même 30 secondes de retard sur Lopez. Je suis pas sûr qu'il puisse non plus se permettre d'y aller tranquille. Il va pas pédaler sur une jambe, t'as raison. Voilà. Ouais. Et ça fait aussi partie de tout son parcours et son évolution finalement. Il a grillé toutes les étapes qui lui avaient été fixées par UAE et par son équipe. Et notamment, c'est ce qui lui permet d'être déjà sur le Tour de France, alors que ça n'aurait pas dû intervenir avant au moins l'année prochaine et encore. Bon, bah, c'est pas pour qu'ils lui disent maintenant, après 3 semaines à se bagarrer pour la victoire. La 20e étape, ils vont lui dire tu l'as fait à fond et on voit jusqu'où ça nous mène et jusqu'où ça te mène. Et comme ça, tu as une référence sur laquelle t'appuyer pour les années à venir aussi. C'est clair. Voilà, on a fait le tour. J'étais en train de regarder un peu les résultats de Damiano Caruso, qui est 11e du classement général sur contre la montre. Belle remontée aussi pour Damiano Caruso, mais c'était juste c'était le dernier point de suspense parce que potentiellement il peut rentrer dans le top 10 à la place d'Alejandro Valverde. Il a 20 secondes de retard sur lui et on sait que dans un palmarès, je pense que Valverde tient à son top 10. Voilà. Donc il aime bien les sécuriser ces top 10, surtout en fin de Tour de France, un peu comme. Mais bon, les deux roulent bien, donc on va voir comment ça peut tourner. Voilà, on a fait le tour pour ce focus. On va partir sur la grosse partie de l'émission et donc sur le débat. C'est parti. Ce débat qu'on a commencé à vous expliquer en début de cette émission
Il va apparaître, la question va apparaître, Tour de France 2020, l'ombre du dopage, point d'interrogation. La question qu'on va se poser, ce n'est pas de savoir est-ce que les coureurs sont dopés, ne sont pas dopés, parce que ça, malheureusement, nous, ici, sur le plateau de roue libre, on n'a pas de preuves à vous donner. Que ce soit ici ou ailleurs. Ou ailleurs, Personne n'a de d'ailleurs, exactement. Mais nous, pour le moment, on n'est pas capable de vous dire oui ou non. Donc la question, c'est de savoir pourquoi y a-t-il l'ombre du dopage autour de la Jumbo-Visma, autour de Primoz Roglic, autour de Tadej Pogacar, et vous allez expliquer tout ça. On va d'abord essayer de poser le contexte de toutes ces petites affaires, quelques mots qu'on va vous expliquer. Vous avez peut-être entendu parler de l'opération Aderlas, voilà, une opération de transfusion sanguine, que vous avez entendu parler de près ou de loin, vous avez entendu parler de cétone, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Eh bien, Polo, Robin et Benoît vont tout vous expliquer. On va commencer d'abord par l'opération Aderlas. Robin, alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là déjà? C'est une affaire qui prend place en Autriche, en Croatie et en Slovénie notamment, avec, comme tu l'as dit, une affaire de transfusion sanguine, avec un docteur, le docteur Schmidt, un docteur allemand, qui fournissait un certain nombre de coureurs. C'est l'opération Fuentes, adaptée à l'Europe centrale, germanique, yougoslave et balkanique, un peu des Balkans. Balkanique des Balkans. Balkanique des Balkans. Patrick Balkanique. Super punchline. Je me suis dit, je vais rien dire. Je vois Joseph qui me regarde normalement. Tu m'as pas raté sur le championnat du monde de Slovénie. Et bref, c'était donc en 2019 et c'est sorti avec plusieurs coureurs qui se sont fait prendre. D'abord George Preidler, on se rappelle, et Stéphane De Niffel, deux Autrichiens, dont un qui était coéquipier de Thibaut Pinot. Ensuite, il y a eu Danilo Hondo, qui est un ancien sprinter allemand qui a lui aussi avoué avoir eu... qui était sélectionneur espoir de la Suisse à ce moment-là et qui a démissionné. Qui a avoué ses liens avec ce docteur-là et qui a avoué qu'il avait aussi affaire à lui. Et ensuite, on a eu donc sur la partie un peu plus slovène et croate qui nous intéresse davantage, Christian Koren et Borut Bozic, qui sont deux coureurs du coup slovènes de la Bahreïn Merida. Et ça se concentrait sur la Bahreïn Merida, devenue Bahreïn McLaren. Exactement. Avec aussi le manager Milan Erzen, sur lequel beaucoup de questions se sont posées. Exactement. On avait de ce côté-là Bozic et Koren qui ont pris donc 2 ans de suspension. Côté croate, on avait Durasek, mais qui est croate, mais très proche de l'essentiel de sa carrière est passé par la Slovénie. Avec des contacts notamment. Alors lui, il courait chez UAE. Et il était très proche des Slovènes du peloton. Lui a pris 4 ans de suspension. Et voilà, le dernier grand homme de cette affaire, c'est Milan Erzen, comme tu disais, Benoît, qui, pour expliquer, était le manager d'Adria Mobile, où est passé notamment Primoz Roglic sur sa première année. Très, très rapidement, voilà. Oui, et lui-même... Avant de partir ensuite et d'aller notamment chez Jumbo-Visma ensuite. Donc ils ont eu des contacts assez courts, Roglic et ce garçon Milan Erzen. Et l'affaire Aderlas, vraiment, il n'y a jamais eu, à part cette chose-là ils ont été en contact, Erzen et Roglic, sur une année, il n'y a jamais eu le nom de Pogacar ou de Roglic cité. Aucun des deux. Là, ça les touche plus dans le sens où ça a jeté une lumière très peu agréable sur le cyclisme slovène. Et globalement, on s'est dit... là, on voyait justement une capture d'écran d'un article de Clément Guillou dans Le Monde, qui s'est pas mal penché sur l'affaire Aderlas, et par répercussion sur la Slovénie, et qui avait fait un très bon article d'enquête à ce moment-là, où il nous montrait que la Slovénie était devenue une plaque tournante du dopage. Je crois que c'était 50% de leurs derniers athlètes. Oui, en tout cas 6 sur 13, je crois. Je crois que c'était 6 sur 13 de leurs derniers athlètes. 8 sur 19, ouais. Ah ouais. Je l'ai relu cet après-midi. Moi, je l'avais relu. C'est quoi exactement? Vous pouvez répéter? Non, le nombre de contingents de coureurs slovènes du peloton qui ont été pris pour dopage. Qui sont mouillés à des affaires de dopage. Si on prend de 2009 à 2019, on a 19 coureurs qui sont slovènes qui sont passés au niveau World Tour. Il y en a 8 d'entre eux qui ont été concernés par une suspension de dopage. Ça fait un ratio de 42%. Effectivement, ça fait Et c'est énorme comme ratio par rapport à ce qu'on connaît dans le sport. Et donc là, on a une citation de Romain Feuillu, qui a notamment été maillot jaune du Tour de France, qui était un sprinter, Romain Feuillu. Oui, c'est vrai. Romain Feuillu, qui avait notamment un frère qui s'appelle Brice Feuillu, qui avait un profil plus de grimpeur. Ouais. Voilà ce qu'il a dit dans Ouest France, Romain Feuillu, qui dit « Il faut aussi se souvenir du passé récent en matière de dopage dans ce pays. Borut Bozic, Greg Abole. Je ne pense pas qu'il ait eu la même éducation que nous. Déjà, chez les jeunes, ils avaient de performances très suspicieuses. Bien sûr, ce sont de bons coureurs. Je ne dis pas qu'ils sont nuls, mais voilà. Paul, est-ce que tu comprends cette
cette suspicion autour de tous les athlètes slovènes, comme il y a eu un moment aussi autour de tous les athlètes colombiens. Ouais, autour de tous les athlètes qui font du cyclisme, j'ai envie de te dire, et qui gagnent. La suspicion, je vais être honnête, je la comprends. Peut-être même plus sur d'autres coureurs que les Slovènes, mais j'ai du mal à l'accepter. On en a rapidement parlé dans la dernière émission. Je l'accepte pas dans le sens où là, on jette la lumière, on jette l'ombre, parce que c'est plus de la lumière, mais c'est de l'ombre, sur l'opprobre, sur des coureurs qui, de par leur nationalité, donc imaginez, si un jour, je sais pas, un Français est dopé, Rémi Di Gregorio, par exemple. Rémi Di Gregorio est dopé, est-ce que ça voudrait dire que Thibaut Pinot est dopé? Est-ce que Gord Preidler, qui était chef DJ, est-ce que Thibaut Pinot est dopé? On jette l'opprobre sur toute une équipe, sur toute une nation. Évidemment qu'on peut se poser des questions, notamment vis-à-vis de cette affaire Aderlas, vis-à-vis de Milan Erzen, etc. Mais comme vous l'avez très bien dit, il n'y a aucun rapport précis. Si on veut donner des faits, c'est ça. Si vous attendez à ce qu'on dise qu'ils sont dopés, non, ce ne sont pas des faits. Pour l'instant, c'est de la science-fiction. On n'a aucune information aucune information là-dessus. Les faits, c'est que c'est exactement ceux que vous ont exposés Robin et Benoît. Et donc oui, la suspicion, je peux la comprendre. Je peux même l'entendre et l'accepter. Non, je peux même l'entendre, mais l'accepter, non, je ne l'accepte pas parce que, encore une fois, comme me disait Florian Chabal de JCN, avec qui j'ai discuté hier pendant le live, on n'est pas masochiste, on aime notre sport. Et dans ce cas-là, c'est vraiment faire du mal à notre sport, tout simplement. Donc Slovénie en fait pâtit sur toute cette image qu'il y a eu à faire avec notamment l'affaire Aderlas qui a mis en lumière que c'était un peu le paradis de la zone et même les coureurs italiens à une époque allaient un peu en Slovénie pour pouvoir, disons-le clairement, se doper tranquillement dans les années 2000 parce que les lois antidopage en Italie, en Autriche, en Allemagne sont beaucoup plus strictes. Et c'est beaucoup plus compliqué de passer entre les mailles du filet. Donc la Slovénie a mis en place une agence antidopage nationale récemment, il y a 2 ou 3 ans, je crois que ça date de 2016 ou 2017. Mais c'est le tout début encore. Donc voilà, qui est une agence qui est censée être indépendante et on peut bien le croire. Mais même si tout est fait dans les règles de l'art, c'est encore qu'au début. Et donc la lutte antidopage, elle démarre. Le vélo là-bas, c'est aussi un sport assez récent, même si maintenant ça fait quelques années. On a eu des coureurs depuis 10-15 ans, des coureurs slovènes en World Tour qui gagnent des courses, avec Janez Vrajkovic même il y a une dizaine d'années. Mais voilà, il avait son propre parcours et ses difficultés. Ils arrivent petit à petit, mais il leur faut du temps à la fois pour développer leur coureur et pour développer leur lutte antidopage. Vrajkovic, on peut expliquer qu'il a des liens avec le dopage. Mais ces liens avec le dopage, ils sont pas liés à la Slovénie. C'est ça aussi la question. Finalement, le point commun de Tadej Pogačar et de Primož Roglič, c'est qu'ils sont slovènes tous les deux. Et on a établi qu'en Slovénie, il y a des problèmes de dopage. Est-ce que pour autant, ça permet de les relier? Est-ce qu'il y a aussi la notion, ils sont dans 2 équipes complètement différentes, ils sont pas de la même génération. Donc ça pose. Moi, je comprends qu'on mette ces éléments dans le débat parce qu'on a, par exemple, on a expliqué quand il y avait l'opération Fuentes, justement, tous les Espagnols ont un peu été sports espagnols qui en bénéficiaient. Certains qui sont tombés, d'autres pas. Mais il y avait une question étatique. Là, il n'y a pas très longtemps, c'était plutôt dans l'athlétisme, on se penchait sur les Kenyans et on établissait que globalement les Kenyans, et puis il y avait aussi la question de la Jamaïque, et globalement on établissait que dans le pays, il y avait un climat favorable et ça concernait tous les athlètes de ce pays-là. Là, les gens se demandent si Primož Roglič et Tadej Pogačar... On a même vu un dopage d'État avec la Russie, donc forcément, aujourd'hui tu t'en viens à te poser des questions que tu te posais peut-être pas il y a une dizaine d'années, où tu n'imaginais pas qu'un pays entier pouvait par exemple doper ses athlètes. Donc c'est de ce point de vue-là que ça se rapporte à eux. Après, c'est toujours des questions aussi. Le dopage, en fait, c'est un terrain sur lequel, de toute façon, oui, comme on le disait juste avant, on n'a pas de réponse définitive. Donc la question, c'est est-ce qu'on se pose des questions et dans quelle mesure on les exprime. Nous, en tant que journalistes, on peut se poser des questions, on peut éventuellement exprimer des questions, mais déjà là, le débat et le sujet est dans le débat, donc il faut bien intervenir dessus. Mais sinon, en soi, c'est déjà de la diffamation de se demander si Tadej Pogačar et Primož Roglič sont dopés. C'est clair. C'est en soi de la diffamation. Et nous, on en parle. Après, je te coupe. On en parle parce que nous, on est dans le digital, on est très très liés aux réseaux sociaux, et c'est une question qui bouleverse les réseaux sociaux maintenant depuis une semaine. C'est pour ça qu'on accepte d'en parler, en expliquant, comme tu dis exactement, qu'on n'est pas là pour rendre justice, qu'on n'est pas là pour dire qu'un tel ou un tel est dopé, qu'on est là pour soulever des questions et pas plus, tout simplement. De toute façon, devant sa télé, chacun va se poser les questions qu'il veut et faire confiance ou non à certains coureurs. Mais c'est pour ça qu'elles sont légitimes, ces questions, après. Et les questions sont légitimes. Par l'histoire, de toute façon, par l'histoire de ce sport, par l'histoire du sport en règle générale, au-delà du cyclisme. On sait que si la porte est ouverte pour tricher, il y a des gens qui vont s'engouffrer dedans. Le cyclisme est probablement un des sports qui a fait le plus de choses pour fermer la porte.
ça ne veut pas dire elle reste quand même entrouverte. Donc il y a des gens qui iront dedans. Il est normal de se demander qui a triché. On en pince tous les ans des nouveaux. Après, on peut difficilement aller plus vite que ceux qui coincent quelqu'un. On a montré cet article de Clément Guillot sur Aderlas et la Slovénie. C'est un des articles, et il y en a d'autres, et il y a beaucoup d'autres journalistes qui travaillent là-dessus à l'année, ou même uniquement sporadiquement. Mais c'est un travail à faire journalistiquement, de faire cette démarche, d'aller montrer ce qui se passe, voilà, de montrer que la Slovénie est peut-être un terreau fertile pour le dopage, de montrer que l'affaire Aderlas, elle concerne tel coureur, et telle équipe, parce que c'était quand même assez ciblé sur certaines nationalités et sur certaines équipes. Et ça, c'est un travail salutaire et qu'il faut faire, et heureusement que c'est là. Et on se rappelle que, par exemple, pour Lance Armstrong, les premières révélations qu'il y a eu, ça venait de médias français qui avaient décidé de mettre les pieds dans le plat et de montrer qu'il y avait des problèmes. Et pour le citer, c'était notamment l'équipe qui, pourtant, appartient au même propriétaire que le Tour de France, et où on pouvait se dire, ils vont pas y aller parce que il y aurait un conflit d'intérêts. Pourtant, ils y sont allés, ils ont voulu le montrer, et Armstrong, il tombe 7 ans plus tard. Et on se rend compte 7 ans après que finalement, les médias, ils avaient fait le travail avant. Mais voilà, c'était un vrai travail journalistique avec une enquête. Et c'était pas juste dire Armstrong, je lui fais pas confiance, donc il est dopé. C'était un vrai travail qui avait pris du temps, des mois, voire des années de travail. Et à la fin, on ressortait avec des preuves. Alors après, on les prenait pas, on était convaincus par ces preuves ou pas. Mais c'était pas juste nous devant notre télé qui disions là, j'y crois pas. Et même comme ça, avec tous ces éléments de preuve et ce travail d'enquête qu'ils amenaient, ils s'exposaient quand même judiciairement. Et Armstrong les attaquait sur des questions de diffamation, de mise en cause. Tous ceux qui ont écrit des livres sur Armstrong ont eu des répercussions derrière. Au moins, en tout cas, alors il y en a, ça a été seulement des menaces, mais il y en a qui ont été jusqu'au procès et qui ont dû se défendre. Je crois qu'ils ont tous gagné quasiment. Mais voilà, ça nécessite quand même un investissement et c'est pas quelque chose à prendre à la légère. On vous a parlé de l'affaire Aderlas. Maintenant, on va parler ensemble des cétones. C'est ce mot-là qu'on entend à tort et à travers, comme on a notamment entendu parler du tramadol il y a quelques temps. Alors, qu'est-ce que c'est les cétones ? Les cétones, c'est voilà ce que d'après cet article-là de Clément Guillou, le journaliste dont on parlait tout à l'heure, qui écrit là dans Le Monde, qui parle du carburant du moindre mal. Ça veut dire quoi ? En gros, les cétones, c'est un complément alimentaire. On va essayer de les usagers. Voilà, exactement, qui se prend sous forme de boisson et ça contient en gros ça permet de retarder l'utilisation de l'acide lactique, et donc l'acide lactique apparaît notamment sur la fin des efforts, et donc en théorie prendre des cétones permet d'être très fort, notamment sur les montées finales ou dans les fins des efforts. Sur une 3e semaine par exemple, quand les écarts sont de plus en plus grands. Tu as tout dit quand tu dis en théorie, parce que c'est là qu'il est tout le débat sur les cétones, c'est qu'on a du mal à savoir ce que ça permet vraiment. On a du mal à savoir à peu près tout sur les cétones. Qu'est-ce que disent les études sur l'utilisation pure de la cétone ? On a très peu pour l'instant des études, et elles sont sur des échantillons très petits. Oui, voilà, c'est les échantillons qui posent très souvent problème. Exactement. Et alors, en fait, on se pose deux questions. Quel est l'effet réel ? Est-ce qu'il y a un effet positif ? Ça, déjà, tous les coureurs ne le constatent pas. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires ? C'est la deuxième question. Sur les effets, l'étude principale, elle est de l'université de Louvain en Belgique, et elle dit que sur un échantillon de coureurs qui a utilisé les cétones pendant 3 semaines et l'autre qui n'en a pas utilisé, il y a un écart de performance sur la 3e semaine de 15%. Ouais. Mais c'est énorme, 15%, quand on sait que, par exemple, le PO permet une marge de progression de 3-4% par rapport à ses propres performances. 15%, c'est monstrueux. C'est pour ça que ça pose question, parce qu'on ne sait pas encore tout. Alors, cette étude, déjà, elle est questionnée. L'UCI elle-même, qui n'a toujours pas mis les cétones sur la liste des produits interdits, parce que, justement, ils n'en savent pas assez, dit que l'étude est surinterprétée. Et l'AMA surtout, l'Agence mondiale antidopage, explique que c'est surinterprété. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Alors, on parle, pour juste finir sur cet échantillon-là qui a été fait sur cette première étude, parce qu'il y en a d'autres après, on en parlera, ça concerne des cyclistes amateurs et qu'on a mis en situation de surentraînement, ce qui ne correspond pas normalement à un cycliste professionnel qui, lui, est bien entraîné et qui ne se retrouve pas en situation de surentraînement. Donc, c'est une situation et des critères très particuliers qui ne se retrouvent pas forcément si on devait faire le test avec la même expérience avec les coureurs du peloton du Tour de France. C'est pour ça que pour moi, les meilleures études qu'il y a sur le sujet ne sont pas des études, mais simplement les cas réels. Si Jumbo utilise des cétones depuis un petit moment et continue à le faire, c'est que ça doit servir à quelque chose. Pareil du côté de De Koning, ils les ont adoptés, enfin donc Quick-Step avant, ils ont adopté ce régime-là, ils estiment que ça leur bénéficie.
Et on parle quand même de deux des équipes qui sont les plus performantes au monde. Donc c'est... Moi, On peut rajouter, je crois, Ineos et... ouais, mais qui n'a jamais voulu confirmer, par exemple. Et c'était les premiers, parce que du coup, quand on a commencé à parler de ce nouveau produit qui arrive, c'était le moment où Sky était ultra dominateur et a fait toute sa réputation sur... ils ont expliqué que leur domination, elle reposait sur le fait qu'eux maîtrisaient mieux la performance et savaient mieux quels étaient les tenants et aboutissants de la performance et comment l'optimiser. Donc tout le monde s'est dit Sky, Ineos. Si ça existe, ils l'utilisent. Eux, ils ont dit non, mais... Il y a toujours eu voir tout le monde, en fait, tout le monde n'est pas... Il y a des parole les utilisent et à contrario, les membres du MPCC refusent de les utiliser. Donc alors justement ça, Paul, parce que il y a Tom Dumoulin qui a quitté le MPCC en rejoignant Jumbo, notamment parce qu'il souhaite utiliser les cétones. Ouais, c'est exactement ça. Donc il y a ceux qui les utilisent et qui continuent et qui performent. La Jumbo sur les courses par étapes, les deux Koenig sur un peu les courses par étapes, mais aussi sur des courses d'un jour. Et puis tu as aussi ce côté-là du fait que les athlètes et les équipes membres du MPCC refusent que leurs coureurs les utilisent. Donc après, évidemment, on n'a pas toutes les infos sur les études, etc. Des études indiquent que justement les effets ne sont pas énormes. D'autres, comme celle que tu as citée, indiquent peut-être des écarts de 15% sur une troisième semaine entre ceux qui les utilisent pas et ceux qui les utilisent. C'est encore très flou, mais par contre, comme l'a très bien dit Benoît, le fait est que la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle les utilise et le revendique. Roglic encore ce matin le revendiquait et sans problème. Et ils ont raison dans le sens où c'est autorisé. Après, si c'est un produit dopant entre guillemets qu'il faut interdire, et ben là la question se reposera. Mais pour l'instant, on peut dire ce qu'on veut sur le fait que ça marche, que ça ne marche pas, que ce soit bien, que ce soit pas bien. Il y a une zone grise en fait. C'est pas une zone grise, c'est autorisé. Les zones grises, c'est les AUT. On en parlait tout à l'heure sur des maladies que tu as eues, que tu n'as plus, mais qui te permet de progresser. Les AUT, les prises de corticoïdes, etc. notamment, le salbutamol, on l'a vu avec Christopher Froome il y a 3 ans. Ça, c'est des vraies zones grises. Et c'est là-dessus que ça reposait le système Sky. Là. Avec les cétones, c'est autorisé. C'est ça qui est du coup, ça pose la question de qu'est-ce que c'est le dopage ? Est-ce que se doper, c'est enfreindre les règles, voire même se faire prendre, hein ? Parce qu'il y a aussi des protocoles qui ne sont pas autorisés par les règles, mais qui sont impossibles à contrôler. Et du coup, certains vont éventuellement y avoir recours. Jamais ils ne se feront choper au moindre contrôle. Donc, est-ce que le dopage, c'est enfreindre les règles ? Est-ce que c'est déjà avoir recours Ça pose une question purement éthique, finalement. C'est pas une question légale. C'est pas une question légale parce que c'est permis. Mais c'est très moral, oui. Mais de toute façon, l'AMA va devoir statuer là-dessus, l'Agence mondiale antidopage, puisqu'on en parle depuis un moment, les cétones. Là, ça revient une nouvelle fois dans le débat. Il y a 2 nouvelles études qui sont sorties au mois d'août 2020, donc tout récemment, sur un panel de cyclistes beaucoup plus, cette fois, accompli. En Belgique, une nouvelle fois, cette même université de Louvain qui fait l'étude et qui montre que la performance pendant l'effort, si on le prend pendant l'effort, ça a un effet beaucoup plus limité tout de suite, qui est quasiment imperceptible, et que par contre, en revanche, ça peut avoir un réel effet si on le couple à du bicarbonate de sodium. Et que là, on voit par exemple, si dans une étape compliquée, au début de l'étape, vous en prenez sous forme de boisson, comme tu le disais, on va avoir un rendu positif et on va avoir une amélioration de la performance sur la fin de l'étape. Mais encore une fois, on est sur les premières études. Alors après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on en est encore au stade expérimental, on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas non plus quels sont les effets secondaires sur la santé, parce que c'est un truc qui est... Les cétones, c'est quelque chose qui est sécrété naturellement par le foie. Ils ne veulent pas y avoir recours. Certains médecins d'équipe, notamment françaises, le disent clairement. Arkea, AG2R, c'est des équipes qui ne veulent pas. Cofidis, c'est des équipes qui refusent. Parce que je veux pas, je crois que c'est le médecin d'Arkea qui disait, je n'en donne pas à mes coureurs, parce que je ne veux pas que dans 10 ans, un coureur m'appelle en m'expliquant qu'à cause de moi, il a le foie ou l'estomac en vrac. Donc voilà, là on est sur quelque chose qui dépasse le cadre du sport, c'est sur la santé des coureurs aussi. Donc ce qu'on peut regretter, c'est que peut-être ne pas mettre l'utilisation des cétones en stand-by le temps qu'on en sache plus. Exactement, c'est ça qui est quand même triste, c'est que certaines équipes se donnent le droit d'utiliser un produit qui n'a pas été autorisé en fait. Ce droit. Mais justement, en fait, là, c'est là où c'est effectivement très éthique, c'est que certains produits sont autorisés par l'AMA et d'autres, comme les cétones, pour moi, ne sont pas autorisées, mais ne sont pas interdites. Ouais. Et c'est là où c'est là que je parle de zone grise. C'est là où je parle de zone grise, c'est qu'en fait, ils utilisent un vide juridique qui existe parce que ça n'a pas été autorisé, vu que les expériences n'ont pas permis. Je dis pas que ça doit être un produit. En fait, ça n'a pas à être autorisé, c'est juste est-ce que c'est interdit ou pas. C'est ça. Justement, moi, j'aimerais que l'AMA d'abord
mettre en stand-by, comme le dit Robin, l'utilisation de ce produit tant qu'on ne sait pas s'il y a droit d'utiliser ça et s'il n'y a pas un gain sur la performance qui est trop important. Si ça améliore les performances, ça correspond. Alors, il y a 3 critères pour définir qu'un produit soit dans la liste des produits interdits. C'est l'amélioration de la performance, les risques sur la santé, et le troisième, j'ai oublié. Ce sont les 2 plus évidents, évidemment. Voilà, et il y en a un troisième, c'est, je crois, ça doit être sur l'éthique. C'est l'éthique. Ouais. Oui, je l'ai noté tout à l'heure. Il faut que t'en aies 2 sur les 3. Et donc, bon, parce qu'un produit qui améliore les performances, mais qui ne met pas en danger la santé des coureurs, n'est pas un produit dopant. On a bien le droit de se prendre un café le matin. Voilà, exactement. Un boost de caféine. Voilà. Même le coca. Hein, de toute façon, ça fait je sais pas, 2 ans qu'on en parle. Non, ça date de l'année dernière, ça date du Tour 2019 peut-être. Je sais plus quand c'était le journal néerlandais de Telegraph qui avait sorti l'utilisation des cétones par Jumbo. Et on se posait déjà avant la question autour de ça. Là, je pense que j'ose espérer que l'AMA ils sont sur le coup. Voilà, qu'il y a des études qui sortent et que on va pouvoir statuer là-dessus parce que c'est un nouveau produit et à mon avis, pour moi, il faut quelque chose de clair, un message clair de la part de l'antidopage. Soit c'est non, soit c'est oui, et c'est oui parce qu'il n'y a pas de danger pour le corps des athlètes, et dans ce cas-là, tout le monde peut y aller. L'interdire, il faut l'interdire. Quels que soient les résultats des études. Ça fait trop parler, trop d'équipes les utilisent, trop d'équipes performantes les utilisent. Quelles que soient les études qui vont être prouvées, est-ce que ces études vont être fiables? Si demain, est-ce que ces études vont être... on dit ça sur le thé glacé, tu vas quand même si tout le monde parle du thé glacé et se monte la tête en disant le thé glacé ça te rend meilleur dans l'école, tu vas quand même... Si on interdit le café, Polo il sera pas malheureux, il n'en boit pas de toute manière. Non mais là il y a trop... On va t'interdire de boire du thé glacé. Il y a trop d'histoires et comme je disais, le fait que des équipes qui performent l'utilisent et l'assume, on est... je sais pas comment expliquer, mais là, le mal est en train d'être fait. Là, on est à une croisée des chemins où on peut se dire, on arrête avec les cétones, ou au moins temporairement, comme on le disait depuis tout à l'heure. Comme ça, on s'enlève ça, tu vois. L'AMA s'enlève ça, l'UCI s'enlève ça, ASO s'enlève ça. Ouais, ça nécessite un contrôle, mais comme il a fallu intégrer les contrôles des corticoïdes en 99. Avant ça, tout le monde se soignait aux corticoïdes et Bernard Hinault qui faisait la chanson à Thibaut Pinot, qui lui faisait la morale. Bah, on se souvient que lui, sur genou, sur le Tour de France, il aimait bien se soigner aux corticoïdes. Aller mentalement aux corticoïdes. Voilà, c'est ça. Thibaut Pinot, lui, il se soigne aux antidouleurs parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser autre chose. Et il ne veut pas utiliser autre chose. Mais voilà, mais c'est toute la question. Il ne veut pas. Aujourd'hui, il aurait pu éventuellement se faire une il aurait pu demander une AIT pour avoir certains soins. Et donc, ça pose toute la question. Là, en revanche, on est vraiment au-delà de... On n'est plus en train de se demander est-ce qu'ils sont dopés ou pas, mais on est vraiment face au cyclisme à 2 vitesses. Le fait que tout le monde n'utilise pas les mêmes recours pour nourrir sa performance. Moi, j'aurais envie... Ça pose quand même... J'aurais envie qu'on me dise si les cétones, ça t'aide à être meilleur, qu'on l'interdise. Par contre, si on ne l'interdit pas, comment tu veux reprocher à n'importe quelle équipe, une équipe qui veut gagner le Tour, où tu sais à quel point ça se joue à rien, ou même qui veut gagner les classiques, ou ne serait-ce que les étapes, tu sais à quel point c'est difficile de gagner, et on te dit ça, tu as le droit de le prendre, ça va te rendre meilleur, mais n'y va pas si tu as de la morale. C'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Après, ce qu'on rappelle donc, c'est que les équipes qui ont notamment assumé de près ou de loin, c'est la De Koninck et la Jumbo. Ineos, c'est vrai que ça a été dit, mais ça n'a pas totalement été officiel. La Lotto Soudal aussi a dit qu'ils avaient recours au cétone, mais la Lotto Soudal, par exemple, est une équipe qui ne gagne pas de partout, donc c'est pas gage de gagner à tous les coups les cétones. Ne pas être au MPCC, ça veut pas dire exactement que tu toutes les courses, exactement, ou que tu n'es pas chargé, que tu es chargé, si tu n'es pas au MPCC. Si tu es au MPCC, être au MPCC ne veut pas dire que tu n'es pas dopé et vice versa. Oui, en fait, oui, parce que Jörg Predler, il était membre du MPCC. Hein, donc, on avance un peu sur ce débat, les gars. On a parlé d'Aderlas, on a parlé des cétones, on a parlé du MPCC notamment. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et dans ce Tour de France-là, on a vu le contexte. Et maintenant, on va voir sur qui est jeté l'opprobre. Et notamment sur le premier d'entre eux, Paul, c'est Wout van Aert qui, pas plus tard qu'aujourd'hui, a terminé 3e de l'étape, et Romain Feuillu a été assez violent, on va le dire, envers Wout van Aert. Ceux qui connaissent le vélo savent bien que ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Même Chris Froome n'était pas aussi extraordinaire que Wout van Aert. Là, on se dit bien qu'il y a un truc. Qu'est-ce que tu as pensé de cette citation et plus globalement du niveau de Wout van Aert ? Moi, j'ai aucun problème avec Romain Feuillu, mais ça fait un peu déclaration de bistrot, entre guillemets.
guillemets, où tu dis ça à un pote, ah ouais, mais ouais, Joseph, j'ai regardé le Tour de France aujourd'hui, Wout van Aert, c'est un sprinter, il arrive à amener son équipe en montagne, mais c'est un dopé. Ça fait un peu ça, cette déclaration. Essayons de s'y intéresser, et moi je vais être honnête, Wout van Aert ça me fait poser des questions, m'en fait poser beaucoup. Encore aujourd'hui, il a l'air de monter en puissance sur les 3 semaines. Quand on voit le mois d'août qu'il a fait, c'est quand même surprenant, mais au même titre que d'autres coureurs, hein, pas forcément de la jumbo d'ailleurs. Après, on parle beaucoup de profil, on parle beaucoup de poids. Il y a aussi quelque chose que je me pose comme question, c'est quelles sont les limites de ces coureurs qui viennent du cyclocross et qui sont peut-être les meilleurs de l'histoire du cyclocross, comme lui, comme Mathieu Van Der Poel. Est-ce que ces gars-là ne sont pas en fait programmés pour justement plutôt jouer en montagne? Ils font des performances inédites. On ne sait pas comment C'est ça, ils font des performances inédites. Mais évidemment qu'il y a des questions, et ça, je pense que c'est important de le dire. On s'en pose des questions, je pense qu'on s'en pose tous au moins sur Wout van Aert. Mais par contre, il y a aussi une question que je me pose, c'est que là, on a affaire à des coureurs inédits dans les profils, que ce soit du Mathieu Van Der Poel, du Wout van Aert, je viens de le dire, mais il y a aussi du Pogacar d'un côté, puis tu as un Remco Evenepoel là-bas, tu as Tom Pidcock qui arrive, qui va participer au championnat du monde à la ce qu'a fait Alaphilippe l'an dernier. Ce qu'a fait Alaphilippe l'an dernier, pareil, ça rentre là-dedans aussi. Voilà, c'est toutes ces questions. Évidemment, on se questionne là-dessus surtout, mais sans pour autant parler de dopage à la première sortie un peu surprenante, parce que sinon on s'en sort plus. C'est ça la vraie question. Oui, moi je le disais tout à l'heure, je pense que toutes les questions qu'on peut se poser sont légitimes sur de par le milieu dans. C'est ça, il faut se rappeler d'où vient le vélo. Mais c'est pas, on n'est pas des analystes de performance qui sont capables depuis notre canapé en regardant une course de dire ah ça c'est normal, ça c'est pas normal. Et donc la performance, vraiment, pour moi, le seul truc qu'on peut dire, c'est ah bah les mecs qui sont les plus forts, c'est qui sont dopés, et ceux qui sont moins forts, non, parce que c'est le seul truc qu'on peut tirer d'une analyse de performance. C'est un petit peu limité comme élément. Quand on s'intéresse au profil, déjà, ça peut être un petit peu plus intéressant, mais la question, oui, est-ce qu'on a toutes les réponses? Feyu, ce qu'il nous dit en fait, c'est qu'on ne peut pas briller comme ça à la fois sur la montagne et sur le sprint. Ce sont deux efforts opposés. Les gars qui se spécialisent dans l'un ne peuvent pas se spécialiser dans l'autre. On peut éventuellement avoir des passages de l'un à l'autre, et c'est notamment, alors c'était pas vraiment du sprint, mais c'est quand même l'école Sky, un peu l'idée. On prend des machines à rouler et on adapte leur qualité à la montagne. Donc ça peut être intéressant, mais il faut vraiment prendre, ce sont vraiment des choses à prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de pincettes, avec des vraies qualités d'analyse, des vraies capacités d'analyse, et qui ne peuvent pas être reposées que sur la performance et ce qu'on a vu sur notre écran. En revanche, quand on mêle ça à l'historique du sport, au contexte dont on parlait avant et tout, là on peut aboutir à des raisonnements qui ont du sens. Je pense que quand on voit Wout van Aert qui est pas un pur sprinter, non. Mais quand on voit Wout van Aert qui gagne 2 sprints sur ce Tour de France, qui fait 3e aujourd'hui d'une étape de montagne, on est obligé de se dire qu'est-ce qui s'est passé. Et il faut, je pense, prendre le temps. Pardon, mon micro est en train de tomber. Il faut prendre le temps d'aller voir dans les chiffres et dans ce Tour de France ce qui est en train de se passer, sachant que même en allant voir, on n'aura pas toutes les réponses parce qu'il faudrait connaître le poids exact de Wout van Aert. Est-ce que tu penses, par exemple, tout est basé sur toutes les questions se posent notamment par rapport à son poids. Soi-disant, il fait 78 kilos. Ça nous donnerait en tout cas une idée plus précise du nombre de watts qu'il a développé. Parce qu'en réalité, il fait pas 78 kilos là. Qui est sur sa balance le matin, surtout en début de 3e semaine du Tour de France? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, je te laisse terminer, Romain, parce que tu vas nous expliquer pas mal de trucs. Mais l'argument du poids. Déjà, personne ne le connaît son poids. Déjà, rien que ça. On a une idée un petit peu, mais. Oui, on a une idée un petit peu. Il faudrait avoir le poids exact en vérité, et c'était la même question qu'on avait, notamment sur Wiggins, où je me rappelle, il y avait eu des grosses analyses sur les performances de watts de Jean-Christophe Perrault à une époque, dont pareil, on ne connaissait pas le poids à 100 grammes près. Wiggins, il passait de 65 à 75 kilos selon les mois. Pour certains, c'est très dur à savoir. Après, ça posait des questions et des problèmes aussi. Mais voilà, exactement. Mais pour Wout van Aert, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est juste sur chaque question qu'on se pose, que ce soit sur Wout van Aert, sur les temps d'ascension, sur le fait que ça va plus vite, essayer de comprendre pourquoi, ce qui est explicable ou pas. On regarde ce qu'on nous explique, quels sont les arguments pour penser que tout est normal. Et ensuite, chacun se fait son avis. Est-ce qu'on estime que ces arguments-là, pour dire que c'est normal, est-ce qu'ils sont convaincants pour moi ou pas? Et dans les temps d'ascension notamment. Sur les temps d'ascension, moi honnêtement, c'est un des trucs qui m'a le moins choqué de ce Tour de France. Un temps brut de toute façon. Voilà, c'est très dur à estimer. Et on en a notamment parlé sur le Grand Colombier,
où il était question d'une ascension plus rapide que celle de Thibaut Pinot quand il s'était testé, lui, à l'entraînement sur Strava. Donc, on en avait déjà parlé dans l'émission précédente, mais c'est un temps qu'il fait lui tout seul à l'entraînement. Donc, même s'il se donne à fond et même s'il a un coéquipier pour le tirer sur les premiers kilomètres, ensuite, il se retrouve tout seul. Ça n'a pas grand-chose à voir avec une ascension dans le Tour de France où il y a un peloton qui arrive en bas, ils sont 50. Et ensuite, on comparait à des montées sur le Tour de l'Ain, où c'est pas le même peloton, Ouais. c'est pas un peloton World Tour. Il y avait le cas de Marie Blanc, on a comparé les temps avec les temps de Lara Armstrong. C'était Péressourde, je crois. Je crois Alors, il y a Péressourde aussi par rapport au record Avec Vinokourov. des Vinokourov. Mais Marie Blanc aussi, on s'est penché sur cette performance-là. Et puis en fait, là, Marie Blanc était en fin d'étape et était couru à fond. Et l'autre fois, c'était en début d'étape. C'était des échappées devant, le peloton qui contrôle. On a un tableau, Ben. Est-ce que tu peux nous balancer le tableau que tu as préparé sur les éléments à prendre en compte, notamment quand on compare différents temps d'ascension? Est-ce que c'est en début, en fin d'étape, combien il y a de personnes, etc. Voilà, être là préparé. Robin, je sais pas, tu l'as pas vu, donc. Qui explique ça dans le journal de l'équipe. L'équipe a essayé d'expliquer notamment faut-il prendre en compte et comment faut-il prendre en compte ces temps d'ascension dont on parle depuis quelques jours, quelques semaines. Et Jean-Baptiste Quiclet, qui est donc directeur de la performance chez AG2R La Mondiale, explique qu'il y a toute une part de variables à prendre en compte pour faire ce calcul de watts, et notamment à la fin, ce qui importe vraiment, c'est les watts par kilo développés par chaque coureur, et que il faut, l'aspiration, c'est quelque chose qu'on n'a pas, par exemple, puisque ça dépend de comment tu es positionné derrière le coureur qui te précède, s'il y en a un, s'il y en a deux, s'il y a beaucoup de vent. Voilà, et le sens du vent, il en parle. Les conditions météo, c'est pareil. Il faut savoir le taux d'humidité exact, quasiment. La variation de la pente, ça, c'est quelque chose qu'on a de façon beaucoup plus précise. Qu'on a chez nous. L'altitude aussi. L'altitude aussi, voilà. Mais pareil, le rendement de la chaussée, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et les circonstances de course, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. Donc, c'est autant de critères qui rendent très, très compliqué. Et finalement, les seuls qui savent combien de watts ils développent, c'est les coureurs et leur. Alors moi je crois quand même en l'expertise d'un certain nombre de personnes qui sont capables. Frédéric Grappe a développé des modèles, même si lui, comme il travaille en interne avec la Groupama FDJ, il ne partage pas forcément ses conclusions publiquement ou ce qu'il en retire. On a beaucoup parlé aussi de Frédéric Portolo, il y a le fameux tweetos finlandais Amity. Ouais, imprononçable. Barry avait expliqué que c'était souvent très précis. Ouais, voilà. Ouais. Donc je crois vraiment en cette capacité. Je pense qu'on peut faire de l'analyse de performance, mais on notera aussi que tous ces gens-là, à chaque fois, précisent justement attention, là, j'ai pas là, il me manque cet élément-là, donc il y a une marge d'erreur de ce point de vue-là, ou ici, il faut bien se rendre compte que c'était pas les mêmes circonstances, mais c'est justement parce qu'eux maîtrisent ce domaine, et donc ils sont capables de dire ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Mais alors, du coup, moi, je me pose une question. 1 minute 30 et 23,45 sur Péressourde. Mais justement, moi, je me pose une question. Quel est l'intérêt aujourd'hui de ces comptes-là de donner techniquement le nombre de watts développés si au final il y a 2% des gens qui vont savoir interpréter ces chiffres-là? Paul, quand tu te retrouves face à ces chiffres-là, est-ce que tu as l'impression que ça sert le cyclisme en fait? Ça le sert dans une envie de toujours être plus informé, d'avoir toujours plus d'analyse et de donner le plus possible d'éléments pour les gens qui suivent. Nous, on est toujours intéressés, surtout quand on fait un peu de vélo. Moi, je sais que j'en fais pas, mais je connais beaucoup de gens qui aiment avoir les watts précises, les watts par kilogramme notamment, qui sont un bon repère. Le problème, c'est la dérive actuelle qu'on a, c'est que tu jettes aux gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, etc. Tu leur donnes des éléments qu'ils ne sont pas capables d'analyser. Moi, le premier, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne les analyse pas, que je regarde le Tour avec un œil peut-être naïf pour certains. Pourtant, on a beau essayer de les comprendre. Hein. Je me dirais pas que j'essaie de les comprendre, mais moi, quand je vois un temps d'ascension plus rapide qu'à une époque et réalisé par des gens qui ont été pris pour des affaires de dopage, mon premier réflexe, c'est pas de me dire que les gens qui ont fait cette ascension-là sont dopés. Mon premier réflexe, oui, c'est d'essayer de comprendre, mais je vois rapidement que je n'ai pas toutes les données en main. Et on nous l'expliquait très bien là. Blanc, c'était en début d'étape avec Armstrong. Et Péressourde, à ce qui paraît... Ça complètement l'écart. C'est ça. Et sur Péressourde, à ce qui paraît, la prise de départ du col n'était pas exactement au même endroit que la prise de départ du col quand Vinokourov avait battu le record. Donc, à partir de ce moment-là, t'en fais ce que tu veux de ces informations-là. Si tu as envie de défendre... que ce tour est un tour sale,
et bah tu fais parler ces stats-là et tu les fais parler comme tu veux. Et peut-être même que c'est. Si tu veux dire que c'est un tour propre, tu le fais aussi. Et voilà, c'est exactement ça. Il y a pas, Mais c'est pas si c'est ça, inquiétant et ça- que tu peux expliquer toutes les performances. C'est malhonnête. Toujours le même problème, c'est en fait, ce sont des éléments qu'on peut juger uniquement avec des faisceaux d'indices. Mais sauf que si tu prends un seul élément et non plus le faisceau, bah, l'élément tout seul, tu lui fais dire ce que tu veux, mais c'est pas pertinent. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. C'est ça. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version. On n'est pas en train de dire justement que toutes ces données montrent qu'en fait, il n'y a pas de dopage. Peut-être qu'il y en a. C'est juste qu'on n'a pas les éléments suffisants pour savoir si ces données nous montrent que les gens sont dopés ou que les gens ne sont pas dopés, justement. C'est juste ça. On n'est pas en train de dire que personne n'est dopé ou que tout le monde est dopé. Il y a un truc qui est sûr, c'est que de toute façon, sur le peloton du Tour de France, il y a forcément des mecs qui jouent à des jeux qui ne sont pas autorisés et ensuite une partie qui joue dans les règles. La question, c'est de savoir qui fait quoi et quel est le pourcentage de ceux qui jouent pas dans les règles. Et ça, on ne le saura jamais parce qu'on est toujours. Alors, je dis nous, mais c'est pas nous directement, mais les instances sont toujours en train de faire la chasse à ces mecs-là. Mais tu peux jamais vraiment savoir combien ils représentent. Mais là où tu parles des instances, c'est là où c'est quelque chose d'intéressant quand même. L'UCI, depuis un peu plus d'un an, a quand même un petit peu modifié sa stratégie. Alors, ça a peut-être changé parce que cette année, ils ont changé de prestataire pour mener tout ce qui est lutte antidopage. Mais en attendant, leur idée depuis l'année dernière était de faire ce qu'ils appellent de l'intelligence, du renseignement, et on cible les contrôles sur les mecs vraiment dont on soupçonne quelque chose. Et donc, ils se basent sur quoi là-dessus? Ils se basent sur les rumeurs qu'ils peuvent entendre, les dénonciations de coureurs, Ok. des choses comme ça, et aussi simplement eux-mêmes, comme ils sont quand même un petit peu des experts de vélo, ils voient les choses et ils se disent ah ça c'est bizarre, ah ça moins, et c'est comme ça qu'ils vont adapter leur stratégie de dopage. Après, on les verra jamais annoncer quoi que ce soit, C'est machin comme est quand suspect. c'est sorti leur Les fichier avec indices, sur un indice, pour par savoir rapport au si c'est suspect. passeport biologique, ouais. Ouais, mais donc par exemple, de ce point de vue-là, l'UCI s'est interrogé sur C'est à normal. resserrer des contrôles sur la Jumbo-Visma depuis un peu plus d'un an, parce qu'ils se posent des questions. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui sur le Tour de France, un des directeurs sportifs de la Jumbo-Visma s'est fait expulser parce qu'apparemment il aurait insulté des agents de l'UCI. Il y a Qui eu souhaitait une contrôler les altercation contrôles, au moment qui des- souhaitait, alors on ne sait pas du tout comment ça s'est passé, qui souhaitait contrôler les vélos. Mais typiquement, on est dans une phase où l'UCI factuellement contrôle la Jumbo-Visma et n'hésite pas C'est l'équipe à- du maillot jaune. Après, il y a eu aussi, Oui. il y a eu aussi cette période un peu floue du confinement avec très peu de contrôle et beaucoup de gens théoriciens justement d'un tour pas très propre. Et c'est vrai qu'il faut le dire aussi. Il n'y a pas eu de contrôle ou très peu pendant cette période de confinement, tout simplement parce que les gens étaient confinés. Et quid maintenant le confinement comme point de départ? Bah voilà, Jean-Baptiste Quiclet qui nous explique. Avec le confinement, Tu vois, ça dit autre chose. tout le monde s'est reposé et est parti en stage au même moment, concentré sur le même objectif de course. Tout le monde arrive avec une fraîcheur inédite et les équipes maîtrisent mieux les préparations. Alors à Ça veut dire part que le Ineos, confinement- le il va confinement- falloir nous expliquer, ils n'ont pas du tout maîtrisé leur préparation. Les raté le- prépas qui ils ont maîtrisent raté tout le le temps, confinement. il s'est passé quelque chose. Mais tu vois, c'est bien la preuve que Qu'on peut en faire dire ce qu'on sujet veut. du confinement, encore une fois, Mm. il va dans les deux sens. Il alimente les deux thèses. Mm. Il alimente la thèse où tu dis il n'y a pas eu de contrôle et il alimente la thèse où finalement tout le monde arrive en forme sur la même course, mieux préparé. Et donc ça va plus vite parce que c'est l'argument, on parle des temps d'ascension, mais c'est en fait un argument qui fonctionne pour toutes les étapes, et que ce soit de la montagne ou pas, où les coureurs disent dans l'ensemble ça va plus vite. Oui. Et on a du mal à suivre par moment pour certains. Bon, en même temps, il y a David Gaudu par exemple qui Ouais. disait qu'il avait du mal à suivre, lui et Mais son lui, il n'est équipe. pas à son niveau. Voilà, David Gaudu, il est arrivé blessé. Thibaut Pinot, qui était le leader et un des favoris du Tour, qui allait très très bien sur le Dauphiné, il s'est blessé lui aussi sur la première étape. Donc forcément, ça devient trop dur pour la FDJ. Voilà, Bernal a voulu nous faire croire qu'il lâchait alors qu'il était à son meilleur Voilà. niveau. il dit David Et Gaudu, puis c'est après- difficile mentalement et physiquement. On voit bien qu'on est incapable de suivre le rythme. Ça monte trop vite pour nous. Nous, c'est la Groupama FDJ. Physiquement sur ce tour, on n'est pas au niveau. Voilà, ça veut pas dire, il est pas en train de dire que Jumbo-Visma ou d'autres équipes ont fait n'importe quoi et sont arrivés sur le tour chargé. Non, il est en train de dire que lui, à la Groupama FDJ, lui et notamment Thibaut Pinot, puisque c'est les deux qu'on attendait en montagne, ne sont pas au niveau. Et il y a des raisons pour l'expliquer. Les deux sont blessés, donc forcément, ça devient. Alors qu'Armadois se termine très bien le Tour de France. Il y a un. Vas-y, Robin. Pour finir sur le fait que chaque facteur peut alimenter les deux thèses, on l'a vu avec le confinement, ça marche aussi sur les écarts, où on dit il y a un énorme écart entre le premier et le 15e. Il y a quelques jours, on disait ça, qu'il y avait quasiment 1 heure. il y avait 35 minutes, voilà, après c'est passé à 1 heure. Et finalement, si on prend le top 5, j'ai fait pour voir par curiosité, j'ai fait la comparaison. Mikel Landa, là il est cette année à 2,23, je crois que j'ai noté quelque part.
Oui, c'est à peu pardon, près il est à 3,28. Il est à 3,28 de Primoz Roglic. à peu près ça. 28. 3,28 de Primoz Roglic. L'année dernière, à ce moment-là, il finit à 4,3 de Egan Bernal. C'est à peu près le même ordre d'idée. Si on prend aujourd'hui, on voit pour trouver un homme à 6 minutes, c'est Uran 6e. Et par exemple, en 2018, donc l'année où Geraint Thomas gagne le Tour, Kruijswijk, il est à 6 minutes, mais il est 5e. Donc en fait, selon qu'on prenne le top 3, le top 5, le top 10, le top 15, bah, les chiffres nous disent des choses différentes. Et je vais même aller plus loin sur ces écarts de chiffres qui, au final, ne sont pas si hallucinants que ça. C'est que, notamment sur le 20e, qui a 1 heure. Tout le monde s'étonne du 20e qui a 1 heure. Sauf que les dernières années, j'ai regardé en 2019, sur la fin du tour, donc 19e étape, tu regardes, et bah, le premier qui a 1 heure, c'est Lorenz de Plus l'année dernière, qui est 23e. En 2018, qui est à 1 heure, c'est Bauke Mollema qui est 26e. Donc en fait, on est à peu près dans les mêmes chiffres, mais on sent bien que cette année, n'importe quel indice peut amener beaucoup de gens à jeter une espèce d'ombre sur ce Tour de France, quoi. Je voudrais juste dire sur la question du confinement et des contrôles, le seul truc simplement, c'est que, comme je disais au début, en fait, on sait qu'à partir du moment où la porte, si elle est entrouverte, il y a des gens qui vont s'engouffrer dedans, et ça fait qu'elle est plus entrouverte qu'en d'autres circonstances. Ça, c'est sûr. Donc on est sûr qu'il y a des gens qui sont engouffrés dedans. Il y en a qui ont joué. Et puis, On n'est pas suffisamment bien armé pour dire qui l'a fait et comment. Il ne s'agit pas de dire de toute façon qu'il ne faut pas douter. Évidemment qu'il faut douter. Et même, Paul, je te le dis, si toi, tu arrives à regarder le Tour sans jamais douter, je t'admire. Mais c'est pas ce que je dis, justement. Ce que je dis, c'est que j'ai des doutes et j'ai des questions. Et je l'avoue, notamment sur un Wout van Aert qui me surprend, il faut l'avouer. Moi, j'ai envie de regarder ce Tour de France, comme j'ai regardé le Tour de France l'an passé, comme beaucoup des suiveurs du Tour ont regardé le Tour de France l'an passé, mais qui n'ont pas parlé du dopage comme ils en parlent cette année. Thibaut Pinot fait un Dauphiné au niveau de Primoz Roglic, du moins à quelques watts près, on va dire, à quelques secondes près, avant que Primoz Roglic abandonne. Personne ne parlait de ça. Personne ne parlait de l'affaire Adorlas, qui était au même point qu'aujourd'hui. Personne ne parlait des 7 tonnes. Un petit peu quand même, on parlait des 7 tonnes. Mais par exemple, l'exemple des 7 tonnes, personne n'en parle pour mettre Julien Lafilippe dans la sauce. Tout le monde en parle pour parler de la Jumbo-Visma. Tu vois, c'est pas monté un petit peu l'an dernier pendant le Tour, c'était assez intéressant à voir. Ça montait un petit peu autour d'Alaphilippe, mais de façon assez discrète, mais par contre, et mesurée. Et après, il a perdu son maillot jaune. C'est ça. Par contre, si Thibaut Pinot était en pleine forme, au niveau entre Roglic et Pogačar, ou juste derrière Roglic et Pogačar, est-ce qu'on aurait ces mêmes débats, honnêtement ? Vraiment, est-ce que vous pensez qu'on aurait les mêmes débats sur l'affaire Adorlas, sur les temps d'ascension, sur les cétones, sur le MPCC? C'est une bonne question. Et un Thibaut Pinot à 100%, c'est un Thibaut Pinot qui se bagarre avec Primoz Roglic et avec Tadej Pogačar. Moi, c'est une ligne de défense qui est pas très bonne, qui est très chauvine ou anti-chauvine, comme on dit. Mais c'est aussi un fait, et je pense que les gens qui parlent de dopage aujourd'hui doivent être honnêtes avec eux-mêmes. L'année dernière, quand Thibaut Pinot se bagarrait pour gagner le Tour de France, ils n'en parlaient pas de toutes ces affaires. Et cette année, ils en parlent. Parce qu'il n'y a pas de Français dans le top 10. Et Thibaut Pinot, d'ailleurs, pour terminer sur cette histoire de confinement et de contrôle antidopage qui ont beaucoup moins lieu, parce que très clairement, on en a parlé avant l'émission, mais c'est un vrai problème, ces contrôles antidopage qui se sont quasiment arrêtés. C'est Thibaut Pinot. Pour le monde du sport globalement. Ouais. Oui, voilà. Et dans les colonnes de l'équipe, en avril, il disait « Mon dernier contrôle, je crois que c'était l'été dernier. Ah non, c'était au mois d'octobre. J'étais d'ailleurs en train de vider un étang. Oui. C'était un sketch. » Donc ça date, et j'espère que ça va vite reprendre, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les coureurs qui essayent de faire les choses bien. J'espère qu'il y aura vite des contrôles pour que ça reparte correctement. Très clairement, c'est un vrai problème, mais ça, malheureusement, personne ne peut être coupable, parce que l'UCI et l'AMA n'allaient pas dépêcher du monde à 200 endroits quand ils ne pouvaient même pas se déplacer et que tout le monde était confiné. Polo. Bah non, mais il a raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça prouve aussi sa bonne foi. Non, je faisais un petit, je sais pas, je te faisais un petit signe. Un petit coucou. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Non, mais de toute façon, là, je pense que sur ce débat, on a fait quand même un grand tour. On a tout dit. Le problème des contrôles antidopage, ça fait un peu écho à ce qu'on disait sur le confinement. Il va falloir que ça reprenne et que ça se remette en place très, très rapidement, parce qu'évidemment, ça laisse des largesses et des trous d'air dans ce qui doit être
justement la pierre angulaire de cette lutte et qui ne l'a pas été ces derniers mois, tout simplement. Ce qu'il nous dit là, c'est que c'est le contexte en fait qui amène à se poser ou pas plus ou moins de questions. Le contexte du confinement, on a parlé du contexte à Derlas, il y a plein de formes de contexte. Et faut juste espérer et toujours tout mettre en place pour que le contexte amène à se poser le moins de questions. Voilà, et puis on s'en posera toujours parce que c'est le vélo, parce qu'on a été habitué à ça. Et continuons à nous on est poser des peut-être un questions. peu plus lucide en fait sur Bien toutes sûr, ces questions-là et aussi. continuons à nous poser des questions. Ne soyons pas aveugles en regardant que ce soit le Tour ou une autre course, mais restons mesurés aussi. Nous, journalistes, faisons notre travail d'enquête et allons chercher les infos plutôt que d'avoir des discussions qui ne mènent finalement, qui n'élèvent pas vraiment le débat. Et surtout de transmettre des choses. Je parle surtout en tant que journaliste, quelle que soit la portée qu'on a, de transmettre pas des faits justement, mais des choses que tu ne maîtrises pas et C'est ça. pas de la rumeur et surtout de la suspicion. Et ça, c'est pas bon. Tu élèves pas le débat en faisant ça, je trouve. C'est pour ça que je dis enquêtons. Alors tous les journalistes ne peuvent pas le faire. Il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. Il y a des médias qui le font, il y a des journalistes indépendants qui le font. Heureusement qu'ils sont là. Et on verra justement ce qui sort, ce qui sort ou ce qui ne sort pas. Et on en apprendra plus. Et de toute façon, c'est peut-être bête de dire ça parce que oui, c'est dommage quand on l'apprend plus tard. Mais finalement, tout finit par se savoir, ou presque. Et oui, alors on est un peu les dindons de la farce quand on apprend 15 ans après que Armstrong a été chargé sur ces 7 Tours de France. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire avant ? Mais tu ne peux rien faire. Voilà, on est condamné malheureusement à être dans la réaction. Et de la même façon que les instances qui ne sont pas au courant des nouveaux produits sur le marché avant les coureurs, voilà, qui auront toujours... Alors ça va être un des enjeux du procès à Derlas. On va voir ce qui ressort de là aussi. Mais donc voilà, faisons le mieux qu'on peut et en étant honnête intellectuellement, que chacun fasse son travail et voilà, ne pas balancer simplement des accusations quand on n'a rien. Et je pense que on a pas mal terni l'image de Jumbo-Visma. Ils nous ont un petit peu aidés avec leur façon de courir qui forcément a incité à faire toutes ces critiques avec les performances de certains coureurs qui sont, disons-le, extraordinaires. Alors peut-être que c'est des coureurs extraordinaires. Mais voilà, comme Ineos avant, ils ont suscité un climat. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont engouffrés dedans. Ça a fait beaucoup de critiques. Et voilà, j'espère qu'on aura de belles enquêtes rapidement qui vont nous montrer, soit dans un sens, soit dans l'autre, qui vont nous révéler des choses et qui vont nous permettre d'y voir plus clair. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un flou où on sait finalement très peu de choses. Bon, du coup, je vais terminer ce débat en vous posant une question simple. Si Roglic dopé ou pas dopé? Allez, hop, terminé pour roue libre, il n'y a plus rien à voir. Allez. Voilà, merci messieurs, on va donc terminer ce débat et on va passer... T'as pas oublié un truc là? Ah si, j'ai oublié un truc. Mais c'est parce que j'étais pas là à la dernière émission. Ouais, donc du coup, j'ai oublié notre Johan Bago. Je te sentais flottant. Oui, Johan Bago, raison, vous connaissez Polo. maintenant la ministre Foreign Connect et Johan Bago qui avait aussi des choses à nous dire sur le dopage notamment. C'est Pardon Johan. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue sur un sujet qui est beaucoup revenu dans les médias ces derniers temps. C'est le dopage. Alors, je vais vous donner un raisonnement plus ou moins rationnel avec mon expérience et avec ce que je vois en tout cas et mon œil entre guillemets d'expert. Premièrement, j'entends beaucoup que ça roule très vite. Alors oui, c'est sûr que ça roule très très vite sur ce Tour de France. Le niveau d'ensemble devant est très élevé, on le voit d'ailleurs, est très homogène entre les 10 premiers. Ça s'explique aussi parce que toutes les équipes ont mis leurs meilleurs éléments. Il n'y a pas eu de course avant, il n'y a pas eu le Giro, on n'a pas les organismes qui sont fatigués comme d'habitude, tout le monde est frais et dispo, au contraire des autres années. Et ensuite on avait un tour très montagneux, donc on a beaucoup de grimpeurs. Et c'est aussi pour ça forcément que le niveau est tiré vers le haut et que il y a une émulation et que ça roule encore plus vite. On n'a pas eu de performance exceptionnelle non plus, j'ai bien regardé les watts, etc. On a des très belles perfs tout le temps. À part peut-être Pogacar dans Perresaute qui a fait vraiment une belle perf, mais il a été amené à fond par Tom Dumoulin dès le pied. Donc là aussi, il a fait un chrono jusqu'en haut, c'était que 25 minutes et en début de Tour de France. Donc c'est difficile de conclure sur une performance un petit peu au-dessus, mais c'est tout à fait en accord avec ce qui a été fait sur la Vuelta ces dernières années ou ce qui a été fait sur d'autres courses avant. Donc là-dessus, je vois pas non plus d'argument, d'autant plus que en haut du Grand Colombier, ils ont battu le record, mais il y avait 10 coureurs et le Tour de France n'est pas non plus passé là chaque année. Donc voilà, dont Guillaume Martin, en qui je crois beaucoup. Donc voilà, là-dessus, c'est pas non plus pour moi un argument. La domination de l'équipe Jumbo, elle revient aussi souvent. Il n'y a qu'à taper le palmarès de chaque coureur. C'est pas un hasard de les retrouver là. Et ils gèrent très bien leur affaire avec des coureurs qui se relèvent aussi en marche du général, comme Sepp Kuss par exemple.
Donc voilà, là-dessus, c'est pas non plus un argument, c'était exactement le même argument qu'on avait avec Sky Ineos ces dernières années, et cette année, ils sont pas là, quoi. L'autre point de vue aussi, si je vais être tout à fait rationnel, c'est de dire, je prends le classement des 10 premiers, cette année, il n'y a aucune surprise, quoi. C'est les mêmes coureurs que ces 5 dernières années, quoi. Roglic a gagné toutes les courses au cours de ces 2 dernières années, il les a toutes gagnées, à part le Giro, il a fait 3e parce qu'il a été malade dans la dernière semaine. Mais c'est pas du tout un hasard de le retrouver là, quoi. C'est même plutôt un hasard qu'il est que de dire qu'il a que 1 minute d'avance pour Pogacar, qui lui l'année dernière a gagné 3 étapes de la Vuelta et quasiment aussi toutes les courses qu'il a faites. Et Miguel Angel Lopez qui est qu'à 1 minute 30 de finalement du maillot jaune. Donc là aussi, voilà, c'est que des coureurs qui sont là depuis toujours. Donc on peut pas dire qu'ils dominent plus, et c'est pas vrai, quoi. Donc là-dessus, c'est pas un argument de dire ça, quoi. Donc voilà, et l'autre point, c'est que nos Français, qui d'habitude sont un peu meilleurs ces dernières années, alors ils sont toujours très bons, avec Guillaume Martin qui est pas passé loin, d'une place un petit peu meilleure au général. Mais voilà, Romain Bardet était là pour jouer le podium, il était toujours là quand il est tombé, donc on ne saura jamais, mais il aurait sûrement joué le podium. De même que Thibaut Pinot, on ne sait pas. Mais donc ils sont pas là, donc c'est un petit peu déroutant aussi. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai aucune preuve de dopage ou de quelconque dopage par rapport à ce qui se passe sur le Tour de France. Alors, on peut toujours rester prudent, et c'est aussi mon cas, je reste bien sûr prudent, mais en tout cas, j'ose croire que c'est comme les autres années, sauf que c'est une année un petit peu différente. Voilà, merci à tous. Merci Johan Bagot pour cette analyse, et nous du coup on va passer aux bonifications, c'est parti. Les bonifications pour la fin d'émission roue libre. Une note un peu plus légère quand même. Voilà, une note un peu plus légère, exactement, Polo. On va commencer par les pronostics qu'on a donnés pour l'étape, la dernière étape, celle de la planche des belles filles. Alors moi, je vais pas découvrir, je vais pas vous mentir, je connais celui de Romain, je connais celui de Polo. Eux ne connaissent pas, par exemple, le mien, les leurs, et on ne connaît pas encore celui de Benoît non plus. Donc, Benoît, je te laisse découvrir les pronos de chacun. Ah, c'est pas mal ça, Joseph. T'es pas bête, toi. Et moi alors, tu me dis pas ça? Écoute, on va commencer. Du coup, je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis Tom Dumoulin. Ben, notre chef d'aide, me demande alors t'as mis quoi? Je dis putain, j'hésite entre Roglic et Van Aert. Et 2 secondes après, je dis Tom Dumoulin. Parce que la supériorité collective de Jumbo quand même. Ouais, voilà, c'est là que tu te rends compte qu'ils vont peut-être en placer 3 dans les 5 premiers, parce que Tom Dumoulin, je le vois terminer 9e en étant relativement facile. En finale, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il se laisse décrocher sans véritablement aller au bout de lui-même. En passant des énormes relais, j'ai l'impression qu'il a cette idée du dernier chrono de la planche des belles filles depuis quelques jours dans la tête, et quand il s'est rendu compte que vraiment il pouvait par exemple plus accrocher le podium. Donc voilà pourquoi j'ai mis Tom Dumoulin. Robin, en revanche, tu vois Pogacar potentiellement être devant Primož Roglic? Oui, c'est un petit espoir. En fait, je me dis, mon scénario rêvé, c'est que Pogacar part super fort, que Roglic est derrière au premier intermédiaire, qui se met à douter, qui craque, et alors après que ça se joue à 5 secondes, quoi. Tu penses qu'ils vont lui donner les écarts à Primož Roglic? Oui, pourquoi il Évidemment. Pourquoi il lui donnerait pour le laisser dans sa bulle et... Non, ils lui donneront. Peut-être qu'ils mentiront un petit peu, mais lui. Oui. Ah oui, évidemment. Après, moi, ça m'est égal si c'est Roglic ou Pogacar qui gagne, mais j'aimerais bien qu'on ait un suspense sur la montée de la planche des belles filles. Alors même s'il y a peu de chances que ça arrive, si Pogacar est devant aux 2 premiers intermédiaires, sait-on jamais, ça peut, même si c'est juste de quelques secondes, faire douter un peu Primož Roglic. Polo, tu m'as régalé. Ouais, écoute, je savais, en fait, je pensais que tout le monde allait mettre Roglic. Là, je suis assez surpris. Il y a du Pogacar, du Moulin. J'ai mis Pinot pour le fun, pour rigoler un peu. Il sera chez lui, il va à l'orgueil, au panache. Est-ce qu'il va pas nous faire un super contre-la-montre? Je pense qu'il sera pas ridicule. Moi, je pense qu'il sera pas ridicule. C'est ce que l'orgueil, il en a. J'en discutais avec Benoît un peu plus sérieusement, en espérant un top 10 pour Thibaut Pinot. Il le fera à fond, ça on en est sûr, contrairement à d'autres de ce Tour de France. Alors évidemment, mon prono c'est un peu dur, mais sinon j'aurais mis Roglic et je voulais pas mettre Roglic. Donc voilà, le prono du cœur et de l'espoir, c'est Thibaut Pinot, mais un top 10 serait déjà fantastique.
Alors, je voulais regarder quand même où il en était sur le classement général pour voir combien de temps il avait perdu potentiellement. Alors, en ce moment, Thibaut Enfin, un gros Pinot, chrono, peut-être. il est à... Ouais. À moins que. n'est pas fini. Et Thibaut Pinot, il a 1h56 pour Il a dire combien de lambda que potentiellement, il s'est quand même pas mal laissé décrocher, et potentiellement peut-être pour viser ce Ouais. chrono qui lui Après, il tient avait dit. Ou même il a- le meilleur temps sur la planche. C'est ça. On en parlait tout à l'heure. Il peut aussi. Lui, Ouais, ce serait faut ce qu'il serait beau. arrive. jouer sur l'ensemble Il faut du qu'il n'ait chrono, plus donc, mal au dos. Après, il a beaucoup parlé avec Thomas Vauclair en lui disant au col de la Lose, je vais me tester. À la Roche-sur-Foron, je vais aussi me tester. Je vais voir pour la sélection pour les championnats du monde. Et c'est quand même pas du grand Thibaut Pinot. Hein, donc, Je crois que Thomas Vauclair a dit qu'il définirait la sélection samedi soir. Ouais, il avait dit ça, La samedi pause. soir. Donc voilà, tout le monde attend un petit peu aussi. Pinot, Vauclair et les autres coureurs de l'équipe de France vont aussi attendre ce chrono pour voir ce qu'il en est de la sélection. Benoît, du coup, quel est ton pronostic? Alors, je l'ai suivi pendant 3 semaines sur la Vuelta l'an dernier. Il exprime pas grand-chose, mais certainement pas du doute. Je vais suivre Primož Roglic malheureusement, dans le sens où ça n'apporte aucun suspense et aussi. Au moins, Non, mais on va gagner les pronos. Rien. Ça apporte pas du. Ça apporte. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, tu avais fait un portrait de Primož Roglic sur Eurosport qui Oui. est très intéressant. Allez le voir sur Eurosport, le portrait de Benoît. Le mystérieux Mister Roglic. Exactement, sur sa relation avec les médias. Entre autres, ce qu'il exprime, enfin, c'est quelqu'un qui. Alors, cette année, il a travaillé là-dessus et son équipe lui a demandé de travailler là-dessus. Apparemment, il a aussi appris de Tom Dumoulin, donc il gère mieux sa relation au public et aux médias, mais c'est juste qu'il le gère mieux, mais il ne dit toujours rien. Et ce qui était extraordinaire sur la Vuelta l'an dernier, c'est qu'au moment de faire sa première interview de vainqueur officiel de la Vuelta, le premier truc qu'il trouve à dire avant que l'interview commence, c'est « Mais vous voulez vraiment me poser des questions? J'ai rien à dire ». C'est incroyable. On parle d'un mec qui vient de gagner la Vuelta, premier grand tour de l'histoire pour son pays. Enfin, j'ai rien à dire. Il est en mission. On en parlait un peu avec Robin, on le comparait un peu à Pogacar. C'est un coureur en mission et qui ne s'intéresse pas à tout ce qui peut passer autre que le vélo, quoi. Je parle avec mes jambes, il dit. C'est ça. C'est sympa. Bah écoute, parle-leur tout seul. Moi, j'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi. On termine cette émission, les gars, avec un petit qui suis-je. Voilà, trois Rapide, gars autour de Joseph, moi. rapide. Très rapide. Qu'est-ce qu'on est en retard. Très rapide. Allez. Je suis né en 1976. Voilà, je commence à être âgé. Hein. Non, je rigole. Pour 44. tous ceux qui ont aujourd'hui 44 ans, du coup, je plaisante bien évidemment. Je suis un coureur allemand. Je suis un coureur allemand de Bernard 44 ans. Comment Bernard Cole. Il faut le placer, on est obligé de le placer au moins une fois par émission. Non. Sinon, ça marche pas. Exactement. J'ai commencé en 97 à la Polti où j'ai passé 2 ans. Qu'est-ce que j'ai gagné dans mon palmarès sur les grands tours? Pas grand-chose. J'ai fait quelques 35e places, mais j'ai surtout un équipier, notamment à la Team Telecom en 99 et en 2000. Équipier donc de Jan Ullrich. Non, il a gagné quelque chose. Et derrière, non, ce n'est pas Patrick Sienkiewicz. Une photo. Et ensuite, en 2001, j'ai signé chez la Once Peroski. Ouais, bravo. Ah, bravo. Bravo, voilà, c'est l'invité qui gagne. J'étais dans les starting blocks, j'étais comme ça, mais bravo, c'est fort. T'as pas osé le lâcher. Non, c'est un beau nom du vélo. Exactement, bon nom du Dans vélo. le thème de l'émission. Exactement, qu'il a terminé chez Astana, puis chez Tinkoff en 2007. Voilà, il avait pris sa retraite. Merci Romain, merci Polo. Merci, messieurs. Merci, Joseph. Merci évidemment à toi, Benoît Vitek. Avec plaisir. Hein. Puis je te souhaite une belle fin de Tour de France. De gagner le prono de la planche des belles filles, je ne suis pas sûr. Ça va se jouer entre Dumoulin et Pinot. On va voir. Pinot, ouais. Merci messieurs. À très vite les rouleurs sur tous nos réseaux, sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram à 20h tous les soirs. N'oubliez pas. Gros bisous à tous. Ciao. Salut les gars. Salut. On a fait 1h30, non?